Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Pour commencer, je vous propose de retrouver Amancio Sampaio pour une nouvelle étape de son tour du monde de la transition environnementale. Il explore pour nous le secteur de l'aluminium et de ses enjeux de recyclage. On parlera sport dans notre débat avec l'ancien international de rugby, Julien Pierre, et Florence Clément de l'ADEME. Comment rendre les grands événements sportifs plus responsables et moins énergivores? Beau défi à relever à 2 ans des Jeux Olympiques de Paris. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique sur les startups éco-responsables, on va découvrir les jeux de société Jamie qui valorisent l'histoire et les cultures afro à travers le monde. Voilà pour les titres. C'est parti, Smart Impact. Bonjour Amancio, ravi de vous retrouver pour une nouvelle étape de votre tour du monde. On découvre avec vous les mutations de nos façons de consommer. Et alors, vous vous intéressez aujourd'hui, je le disais en titre, à un élément qu'on retrouve partout dans nos voitures, les cuisines, les maisons, l'aluminium, l'alu. Voilà, oui, j'ai trouvé intéressant de parler de l'aluminium, en fait, parce que, comme vous avez dit, il est léger, il est versatile et on le trouve chaque fois plus dans notre quotidien. Pour vous donner une idée, en fait, la demande et la production d'aluminium a multiplié par 30 depuis 1950. Très grosse croissance, ça atteint 45 millions de tonnes par année. Et en plus, il est prévu de doubler, voire tripler à l'horizon 2050. Le problème, il y a toujours un problème, Bah oui. mais le problème, c'est que la production de l'aluminium, elle a un impact significatif sur l'environnement. Pour donner une idée, 3,5% de l'énergie globale est consommée dans sa production, en générant 1% des émissions de CO2. Pour donner une idée aussi, pour produire 1 tonne d'alu, il y a 280 000 mètres cubes de gaz qui sont produits. 280 000 mètres cubes de gaz produits, ok, voilà. C'est impressionnant. Et donc, ouais, c'est énorme, et c'est là où quand on voit une augmentation de la demande avec un impact significatif sur l'environnement, c'est là où c'est impératif de maximiser les recyclages ou les traitements de l'aluminium dans l'économie circulaire. Et ça, c'est un atout de l'aluminium, ça. Ben voilà, l'atout de l'aluminium dans l'économie circulaire, c'est un très bon point, c'est qu'il peut être recyclé à l'infini, en utilisant seulement une toute petite fraction de l'énergie qui s'est consommée à la base quand on fait la production primaire, ça veut dire 5%. Donc c'est juste une petite fraction. Ouais. Est-ce que ce potentiel de recyclage de l'aluminium, il est suffisamment utilisé aujourd'hui ? La filière de recyclage d'aluminium, elle est bien établie, il n'y a pas de doute. Par contre, il y a toujours de la marge. Pour contextualiser un peu, le taux de recyclage à travers le monde, ils vont varier entre 34% et 70%. Si on regarde de notre angle, par exemple en Europe, aujourd'hui, 51% de l'aluminium produit, il vient déjà de recyclage. Ouais. Et aussi, ça varie selon les secteurs, parce que l'aluminium a cette utilisation très large. Donc, par exemple, avec les secteurs de boissons en canette, on va avoir des pays comme le Brésil qui se recycle à 98%, le Japon à 77% et les États-Unis à 55%. In fine, il y a de la marge encore pour augmenter le recyclage de l'aluminium. Alors, c'est quoi les défis pour augmenter justement ce taux de recyclage ? Les défis, ils se trouvent au niveau du consommateur et aussi du traitement. En fait, quand on va au niveau du consommateur, parfois, ils vont choisir de ne pas faire les tris juste pour une question de praticité et convenance. Et aussi, il y a des efforts à faire dans la collecte sélective. Au niveau des traitements, parfois il y a des limitations des coûts techniques qui ont fini à avoir les déchets d'aluminium qui sont partis dans les décharges ou ils sont recyclés dans un mélange, que c'est en fait un downcycle, c'est ce qu'on appelle, que c'est un aluminium de moindre qualité. D'accord. Comment on peut augmenter le volume, mais aussi, vous l'évoquez, la qualité du recyclage de l'aluminium ? Voilà, là, je crois que c'est très important d'avoir un très bon alignement de tous les acteurs de l'économie circulaire. Quand on va parler des consommateurs, par exemple, il y a des idées, comme par exemple l'idée du dépôt, pour avoir une motivation financière pour les consommateurs d'amener au recyclage séparément les déchets d'aluminium. Du côté des industriels, par exemple, pour les voitures, les électroménagers, c'est très important de concevoir les produits déjà pour la circularité. Je m'explique là-dessus. C'est-à-dire, il faut penser qu'au moment du recyclage, le produit puisse être bien séparé des matériaux. Comme ça, il y a une consistance et un coût raisonnable pour avoir le recyclage en plus grande quantité et avec une meilleure qualité. Est-ce que l'innovation technologique est déjà à l'œuvre ?
Oui, bien évidemment. Je crois que dans toutes les chaînes de l'économie circulaire, là, on peut utiliser par exemple l'automation des infrastructures de tri, où on peut augmenter la quantité traitée et la qualité aussi. Là, je peux donner même des exemples de sociétés qui sont actives dans ce secteur, parce que là, c'est-à-dire on peut travailler dans la robotisation avec des senseurs, des rayons laser, des rayons X, en fait, pour justement travailler toutes les étapes du tri juste avant les recyclages. Alors, il y a une entreprise finlandaise, par exemple. Ouais. Il y a l'entreprise finlandaise qui s'appelle Zen Robotics, en fait, qui automatise complètement les tri et ça augmente exponentiellement en fait, les volumes traités avec une très belle qualité. Et il y a une autre société aussi, que c'est intéressant de mentionner, norvégienne dans ces cas, Tomra, qui, elle, avec des senseurs, elle arrive à identifier la densité de déchets d'aluminium et donc les tri déjà donnent une très bonne consistance, ce qui va être envoyé au traitement. Alors, un mot de conclusion sur nos capacités à utiliser de plus en plus cet aluminium recyclé. Qu'est-ce que vous diriez en conclusion ? Je crois que l'aluminium, c'est clair, il est polyvalent et son utilisation peut être maximisée dans l'économie circulaire. En revanche, dans les contextes que j'ai mentionnés d'une augmentation de la demande, il faut vraiment utiliser et travailler sur les 3 R de l'économie circulaire. C'est-à-dire, dans la mesure du possible, de réduire la production d'aluminium, augmenter la réutilisation de produits en aluminium pour pouvoir augmenter les taux d'aluminium recyclable dans la production totale d'aluminium. Merci beaucoup Amancio Sampaio, régulièrement dans Smart Impact pour nous faire découvrir les mutations de nos modes de consommation ici, mais surtout un peu partout sur la planète. On passe à notre débat pour un sport plus vert à l'approche des grands événements sportifs internationaux. Il y en a beaucoup qui vont avoir lieu en France dans les prochaines années. Je vous présente les invités de ce débat. J'accueille Florence Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du pôle grand public et jeunes de l'ADEME. Et Julien Pierre, bonjour, le fondateur de Fair Play for Planet. Heureux de vous retrouver. Vous êtes un ancien international de rugby, champion de France avec Clermont, vainqueur du Grand Chelem avec l'équipe de France. C'était en quelle année déjà ça ? Vous en souvenez plus, c'est bien, c'est bon signe. 2010. 2010, ça c'était une grande année 2010 pour le rugby français et pour vous. Vous étiez déjà venu nous présenter Fair Play for Planet dans cette émission. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ça consiste ? C'est un label, c'est ça ? Oui, donc Fair Play for Planet, on a développé un label pour les clubs, les sites et les événements sportifs, où on vient, à travers ce label, structurer la démarche éco-responsable de ces organismes. Ça existait ou ça n'existait pas du tout ? Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. On est le premier. On était le premier actuellement. Et voilà, notamment, on a travaillé également avec l'ADEME sur le référentiel, sur l'identification des caractéristiques exactement du référentiel. Et voilà, donc on a 1 an et demi d'existence. C'est né de votre expérience, c'est-à-dire que vous participiez à des événements en vous disant c'est pas possible, quoi. C'est trop consommateur d'énergie, de transport, etc. Oui, c'est lié à mon expérience de sportif de haut niveau, mais c'est aussi lié, mais je crois qu'on n'aura pas assez de temps pour dérouler toute l'histoire, c'est aussi lié à mon expérience de vie et les différentes expériences que j'ai pu avoir, et mon engagement aussi pour la protection de l'environnement et de la biodiversité que j'ai depuis très longtemps. Et quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai voulu lier les deux et voilà, est né Fair Play for Planet. Florence Clément, avant Fair Play for Planet, cet enjeu-là, il passait un peu sous les radars du monde sportif. Est-ce que vous diriez ça ? C'est vrai qu'il y a déjà quelques années quand même qu'on s'intéresse à tout ça, à quel est l'impact de toutes ces activités, parce que finalement le sport c'est une activité comme une autre, ça fait partie de la vie de tout le monde et ça a des impacts, donc ça fait quand même pas mal d'années qu'on s'y intéresse, mais il y a eu peu d'initiatives jusqu'à maintenant qui ont réussi à concrétiser des choses, qui ont proposé des choses vraiment concrètes avec des solutions. Nous c'est aussi vraiment pour ça qu'on a été très très séduit par ce que nous a proposé Julien quand il est venu nous voir, parce que ça montrait qu'on pouvait faire des choses à tous les niveaux. On pouvait faire des choses au niveau du club, mais aussi quand on est amateur ou quand on est sportif professionnel. En fait, chacun a sa part.
Et c'est notamment l'objectif de ce challenge que vous avez créé ensemble, le Fair Play for Planet Challenge. C'est la 2e édition, c'est ça? C'est quoi ce challenge? Racontez-moi. Bien, c'est parce qu'on a décidé ensemble de proposer vraiment des solutions concrètes aux gens. On a donc décidé qu'il y avait 10 actions pour un sport plus vert qui pouvaient être menées assez facilement à tous les niveaux, que ce soit quand on est responsable dans un club ou quand on est amateur ou même sportif professionnel. Et du coup, avec Julien, on a décidé, après une première année très satisfaisante, de relancer une 2e saison où là, on va proposer aux sportifs en fait, d'accéder à des outils pour calculer leur impact et pour trouver justement quelles sont les mesures qui peuvent être prises à la portée de chacun. Que ce soit au niveau du transport, de l'alimentation, de la réduction des déchets. Il va y avoir des solutions grâce à des calculateurs. Chacun va pouvoir estimer, comme vont le faire les sportifs de la saison 2, chacun va pouvoir estimer son impact et trouver des solutions. Alors on rentrera un peu dans le détail de ces applis. En fait, il y a des sportifs de haut niveau, d'anciens pros qui participent, mais c'est ouvert à tout le monde. Ça, c'est le plus important. Oui, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tous les clubs professionnels ou amateurs ou tous sportifs. On s'appuie pour cette campagne évidemment sur les sportifs professionnels ou anciens sportifs professionnels pour faire passer le message, parce que oui, le sport est une activité comme une autre, mais le sport à travers des champions fait passer des messages très forts, et c'est pour ça qu'on s'appuie sur cette année notamment avec des Cécile Hernandez, championne paralympique, Chloé Trespuch, Sébastien Chabal et d'autres qui nous rejoignent, et d'autres qui étaient là l'année dernière, pour faire passer ces messages en disant chaque action compte, et de passer le pas, c'est pas si compliqué parfois de réduire son impact. Alors, je vais prendre l'exemple de Sébastien Chabal, forcément, parce qu'on est avec vous dans l'univers du rugby. Mais c'est quoi? C'est simplement, il vient et puis il sert un peu de porte-voix, et il en a une belle voix, ou alors il a un défi spécifique à relever. Comment ça se passe en fait? Alors pour l'instant, on n'a pas encore dévoilé sa vidéo, mais oui, ça sera un peu plus décalé pour lui. Mais sur les sportifs, voilà, ils ont un défi. Je leur propose un défi d'aller, pour Nicolas Karabatic par exemple l'année dernière, d'aller en vélo à l'entraînement, ce qu'il faisait déjà naturellement. Voilà, donc plein de petits défis comme ça, et cette année, on va utiliser aussi les calculateurs de l'ADEME. Ouais. Alors justement, parce qu'il y a une question, on va y passer un peu de temps dans ce débat qui est central, notamment quand on parle des grands événements sportifs, c'est la question des transports. Parmi les outils que vous proposez, les applis développées par l'ADEME, il y a monimpacttransport.fr par exemple. Ça marche comment ça ? Vous avez un kilométrage à indiquer, et on sait que pour aller voir une compétition, voilà, on a souvent recours à des moyens de transport qui ne sont pas tous écologiques, et que c'est un gros poste finalement d'impact. Il n'y a pas que le fait d'assister à des événements, il y a aussi le fait d'aller tous les jours au travail, mais aussi régulièrement à l'entraînement, aux compétitions du week-end, etc. Donc là, vous arrivez grâce à cet outil à indiquer le nombre de kilomètres que vous faites, par exemple pour aller à l'entraînement toutes les semaines, et on vous indique combien vous émettez de CO2 si vous y allez en voiture, si vous y allez en transport en commun, si vous y allez en vélo. Et là, vous pouvez vraiment voir la différence d'impact que ça va générer de prendre sa voiture. En fait, tout devient accessible. On se rend compte en fait de l'impact qu'on a grâce à ces calculateurs. Le principal impact carbone des grands événements sportifs, Julien Pierre, c'est ça ? C'est le transport des spectateurs, en fait. Oui, c'est le transport. Je crois que il y a des chiffres de l'ADEME, à part si Florence me contredit, mais 80% des grands événements sportifs, c'est le transport. Donc il faut évidemment jouer sur ce levier-là. Et c'est pour ça que des calculateurs comme proposé par l'ADEME en impacttransport.fr permet de mettre le doigt et de se dire ah oui, on peut vraiment réduire son impact. On connaît quelques chiffres de l'ADEME. On sait qu'aujourd'hui, en moyenne, en France, on est à 10 tonnes de CO2 par an et qu'on doit arriver à 2 tonnes. Il y a du boulot. Il y a du boulot, il faut vraiment réduire. Et du coup, c'est vrai que ces outils-là nous permettent de calculer, de se rendre compte où est-ce qu'on peut jouer, où est-ce qu'on peut réduire, nous aussi, notre impact. Parce que chaque
chaque geste compte et chacun doit rentrer dans cette démarche. Oui, j'en discutais notamment avec le directeur du Grand Prix de France de Formule 1. C'est vrai que c'est une dimension qu'il a intégrée à la conception du Grand Prix, notamment l'accès au circuit du Castellet, pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de spectateurs qui viennent avec leur voiture personnelle. Mais si on parle du circuit de Formule 1, il y a des trucs à dire sur l'organisation de ce circuit en termes d'impact carbone, Julien Pierre. J'imagine que vous parlez de l'organisation. Europe, Australie, voilà. Retour en Europe, départ en Asie, enfin bon. Oui, il y a une optimisation de toutes ces compétitions. Moi, étant ancien sportif de haut niveau, je ne suis pas contre supprimer ces compétitions. On entend des témoignages dire qu'il faudrait réduire ces compétitions ou les supprimer. Je ne suis pas dans cette démarche-là. Par contre, il faut optimiser ces circuits et les rendre les moins impactants possibles. Alors, je ne suis pas forcément dans le sport automobile, mais je pense qu'il faut réduire, peut-être les réorganiser, revoir toute la façon dont c'est organisé et comment réduire vraiment l'impact de ces compétitions. On pourrait réduire pour les écuries le nombre d'allers-retours d'un continent à l'autre dans une saison. Ça semble assez... alors peut-être qu'économiquement, il y a une logique, mais bref, écologiquement, ça me semble important. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, ces décisions... on doit prendre tous les périmètres en compte. L'aspect économique, il faut le prendre en compte, bien sûr, l'aspect social, mais l'aspect environnemental. Et je pense que quand on va réorganiser des grandes compétitions, il faut prendre en compte ces 3 critères minimum. Il y a certainement d'autres, mais c'est 3 critères RSE qu'il faut prendre en compte. Évidemment. Il y a, alors je ne vais pas vous l'apprendre, des grands événements sportifs qui arrivent en France. Coupe du monde de rugby l'an prochain, Jeux Olympiques 2024. Il y a même une Coupe du monde de rugby à 13, c'est ça, l'année d'après. Bref, il va y avoir un enchaînement. Florence Clément, je vais faire un focus, par exemple, sur les Jeux Olympiques. C'est très souvent mis en avant par les organisateurs, le fait de vouloir faire les Jeux les plus propres de l'histoire. Est-ce qu'ils s'en sont vraiment donné les moyens ? Et puis peut-être, est-ce que c'est vraiment possible ? C'est-à-dire, quand c'est aussi gigantesque, est-ce que c'est vraiment possible ? En fait, ce qui est possible, c'est de travailler tous ensemble. Et ça va vraiment être quelque chose de nouveau. Vous voyez, pour une collectivité, par exemple, ce qui est important, c'est de permettre aux gens de venir au stade, de mettre en place une offre de transport en commun qui corresponde vraiment aux possibilités, par exemple, mais même dans la vie de tous les jours, en dehors des JO. C'est, par exemple, pour une ville, mettre en place des bus qui arrivent à la bonne heure, au moment où, et près des stades, et près d'une piscine, etc. En fait, il faut que tout le monde propose une offre qui permette réellement de sortir de ce qu'on connaît actuellement. Et c'est plein d'autres choses aussi. C'est travailler sur la qualité des bâtiments qui sont en train d'être construits, de manière à ce qu'ils utilisent une énergie grise la plus faible possible, qu'on essaye de limiter aussi tous les déchets qui vont être générés par la construction de ces bâtiments, essayer de penser en fait à tout ça. Et ça demande une sur l'alimentation, par exemple, il va y avoir des milliers, des millions peut-être de personnes à nourrir pendant ce mois, pendant ces 3 semaines. Exactement. Donc c'est quoi ? Et ils essayent de privilégier les circuits courts, j'imagine, dans la logique de l'alimentation ? Alors tout ça, c'est en train d'être pensé. Et c'est vrai que c'est vraiment un autre prisme. On regarde les choses un peu différemment, de manière à optimiser tout ce qu'on peut. Vraiment, ça demande un travail colossal pour apprendre à être tous ensemble dans un même objectif. Ça, c'est quand même très difficile et c'est en train de se mettre en place. Donc, Julien Pierre, il y a quand même une Coupe du Monde qui est organisée au Qatar. Moi, je pense que c'est une aberration. Je suis passionné de sport et notamment de football. Je pense que je vais quand même la regarder. Mais moi, j'ai des amis qui disent je ne la regarderai pas tellement c'est absurde. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Des stades climatisés, sans parler des conditions dans lesquelles ils ont été construits, avec des ouvriers exploités, etc., etc. Je pense qu'on a regardé absolument uniquement l'aspect économique, malheureusement, dans ce genre de décision. La Coupe du Monde au Qatar va se dérouler au mois de novembre, décembre. Donc va chambouler tous les grands championnats. Ouais. Enfin, on change tout pour une Coupe du Monde. Alors, je comprends les enjeux économiques, mais j'ai du mal à... Qu'est-ce qui va se passer là-bas ? Une fois tous ces stades construits, qu'est-ce que ça va devenir ? Oui, parce que c'est pas un pays qui a une culture football très, très développée, donc à quoi vont-ils ça ? Oui, et même si c'est développé, combien de stades ont été construits ? Combien vont être utilisés plus tard ?
Je comprends pas la logique. On voit apparemment déjà que ça va être très compliqué pour loger l'ensemble des spectateurs sur place, qu'il y aura d'autres transferts entre les pays voisins. Enfin, c'est une aberration totale. Et malgré tout, j'ai appris ça hier, je suis un peu tombé de la chaise, cette Coupe du Monde a obtenu la norme ISO 20121 dédiée, je cite, au système de management responsable appliqué à l'activité événementielle. Cette norme, elle vise à promouvoir le développement durable intégré à l'activité événementielle. Moi, je trouve ça là aussi totalement, je trouve ça même contre-productif. C'est-à-dire que pour cette norme, c'est une contre-publicité évidente. Comment vous vivez ça, vous dites, parce que le message que vous portez, c'est arrêtons d'organiser des événements sportifs majeurs sans intégrer cette dimension environnementale, sociétale. Là, c'est un contre-pied absolu, quoi. Alors, je connais pas suffisamment cette norme. Ouais. Je connais pas tous les critères et c'est pas moi qui l'attribue, mais ça pose question. Et quand je l'ai vu ça, je me suis vraiment posé la question de quelle valeur, au final, on pouvait accorder à cette norme, malheureusement. Mais je ne la connais pas suffisamment, donc je parle un peu. Bon, moi je prends à mon compte le fait que je trouve ça absurde. Je voudrais revenir à ce label, Florence Clément, et peut-être à d'autres applis qui sont proposés aux citoyens et aux sportifs de haut niveau qui vont participer au challenge. On a parlé des transports, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Alors, vous allez par exemple pouvoir estimer l'impact, votre empreinte carbone. Oui. Comme disait Julien tout au début, on est en moyenne là entre 9 et 10 par Français. Il faudrait atteindre 2 par Français, 2 tonnes de CO2 par an. Et bien là, vous allez pouvoir le calculer. Vous avez une application qui s'appelle Nos gestes climat. Avec un certain nombre de questions, vous arrivez à estimer, vous, où vous en êtes dans votre mode de vie. Vous avez aussi un convertisseur qui vous dit si je fais ça, ça représente à peu près quoi en impact. Ça vous aide, mais vous avez aussi une petite appli pour vérifier les fruits et légumes de saison. Vous rentrez, puis vous vérifiez que c'est bien la bonne saison pour acheter. Vous avez un certain nombre de calculateurs qui vous aident dans la vie quotidienne. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Le PFP Fair Play for Planet Challenge. Vous pouvez évidemment y participer. Vous aussi, à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de Smart Ideas tout de suite. Une start-up éco-responsable à l'honneur, comme tous les jours. Bonjour Vanessa Fatacci. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Jamie. Oui. Et je suis heureux de vous rencontrer. C'est quoi Jamie? Vous l'avez créé quand? Avec quelle idée? Alors, Jamie signifie communauté. Et j'ai eu l'idée en Noël 2018 parce que j'avais du mal à trouver de l'information sur toutes mes cultures parce que je suis née en Belgique, j'ai grandi en France, mes parents sont Guyane, Martinique, Guadeloupe, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai des enfants Cameroun et États-Unis et il fallait quelque chose qui rapproche tout ce qu'on était et j'ai pas trouvé donc je l'ai créé. Vous vouliez offrir un jeu, c'est ça? Non, pas du tout. À Noël, créer un endroit où on pouvait trouver la connaissance sur les cultures afro à travers le monde. Je l'ai pas trouvé, c'était tel continent ou telle catégorie. Moi, j'ai mis. C'était un peu en silo. Oui, voilà, exactement. À gauche, à droite, des livres par-ci. À l'école, c'est colonisation ou esclavagisme, pas très valorisant. Donc, moi, j'ai voulu créer quelque chose d'amusant où on puisse apprendre en jouant sur les cultures afro. Et donc, c'est un jeu qui fonctionne comment? Un jeu de plateau, c'est ça? Exactement. C'est quoi un jeu de plateau? Alors, un jeu de plateau, il est composé d'un plateau, de dés et de pions. On joue à partir de 2 personnes. Maximum, on a fait 50 par équipe. et on lance le dé, définit une catégorie. Donc, il y a sport, musique, cinéma, TV, histoire, géo et gastronomie. Et on joue avec Pelé, Beyoncé, Nelson Mandela. C'est des questions de connaissances en quelque sorte? De pop culture. D'accord. Histoire et pop culture afro. On peut jouer à partir de quel âge? De 14 ans, mais ma fille de 7 ans nous lit les questions, donc ça rentre sans qu'elle s'en rende compte. Oui, c'est très bien, ça c'est subtil ça. Donc c'est quoi? C'est à la fois pédagogique et ludique, c'était ça votre objectif? Complètement, c'est vraiment en fait l'éducation, c'est par le jeu. Les enfants apprennent comme ça. Moi, j'ai appris comme ça parce que j'ai quitté l'école à 16 ans, mais je suis férue de connaissances et le système scolaire ne me correspondait pas. Donc, j'ai appris de façon différente et j'ai voulu transmettre ce que j'avais appris aussi de façon différente. En tant qu'enfant, on apprend super bien par le jeu, donc en tant qu'adulte, ça pourrait le faire. Bah oui, ça marche aussi. Mais créer un jeu, ça s'improvise pas quand même. Vous avez été aidé, vous l'avez fait tester Pas du tout. Ça fait 15 ans que je suis entrepreneuse. Un
jour, j'ai ouvert Photoshop et j'ai tout compris, donc je suis devenue graphiste, ensuite photographe, réalisatrice. Ouais. J'ai organisé des événements, j'ai fondé un média sur la parentalité, j'ai écrit un livre et j'ai fondé une pâtisserie. Donc toutes ces expériences-là vous ont servi, c'est ça? Exactement, ce qui fait que j'ai pu faire un prototype en 6 mois. Ok. Le faire tourner pendant 6 mois, voir ce qui allait, ce qui n'allait pas, faire la commande, et puis 6 mois plus tard, le projet était... Alors, il y a ce jeu, il y a aussi des événements que Il y vous a aussi organisez des- dans la même exactement. logique, c'est ça? Exactement, parce que le jeu, je l'ai travaillé pendant le confinement, et pour pouvoir travailler avec les gens, parce que c'est vraiment collaboratif, j'ai fait des lives sur Instagram, donc on jouait, les gens me disaient « Ah mais tiens, ce serait pas mal si tu faisais ça, ça, ça », j'ai pris toutes les notes, et j'ai vu qu'ils voulaient aussi se regrouper physiquement après le confinement, donc c'est pour ça que la boîte elle reste physique. Il y avait des événements physiques et bientôt on passe au digital. On passe au digital, ça veut dire que vous préparez une version Une- numérique Exact. du jeu ça... Du jeu, parce Ouais. que le jeu se compose de 5 catégories. Il y en a une 6e qui est sortie. Et il n'y a que 6 phases sur un dé. Donc au bout d'un moment, on va être bloqué, parce qu'il y a d'autres recherches qui vont arriver. Ouais. Et donc on va prendre le téléphone, choisir les catégories avec lesquelles on veut jouer. Le timer aussi, il y a un timer de 30 secondes, mais on va pouvoir mettre 45 ou moins. Des buzzers. Et ensuite une partie vraiment digitale avec un jeu mobile où on peut apprendre surtout tout le temps. Ça, c'est pour quand, ça? Vous en êtes à quel stade du développement Alors là, du jeu mobile? On a le prototype et on continue de travailler dessus. Ça sera pour 2023. Bon, ça, c'est une belle perspective. Vous avez remporté l'édition 2021 de Créatrices d'avenir. C'est un concours qui est organisé par le réseau associatif Initiative Île-de-France. Belle reconnaissance déjà. Qu'est-ce que ça vous a apporté? De l'exposition, j'imagine? Énormément d'expositions, et puis ça m'a confortée dans le chemin que je prenais en fait, parce que je me suis dit je concourais en fait pour savoir à quel niveau j'étais. J'étais exclusivement sur le B2C, et puis j'ai une commande énorme de la collectivité territoriale de Guyane, donc je me suis dit là, on va faire les choses sérieusement, on va voir ce qu'il y a en B2B. J'ai vu le concours, je me suis dit, on va tester pour voir. Et j'ai remporté 2 trophées. J'ai remporté un billet d'avion pour un long courrier, donc j'ai été en Côte d'Ivoire. Maintenant, j'ai 2 points de vente en Côte d'Ivoire. En termes de médias aussi, c'est incroyable. J'ai beaucoup d'expositions et je travaille aussi sur un festival pour le mois de septembre, le Jamie Festival. Ouais. Et le concours Créatrices d'avenir et Initiative France m'accompagne. Ouais. Vous l'avez dit en ouverture, très rapidement, Jamii, ça veut dire Communauté dans quelle langue? Swahili. En Swahili, qui est une des langues les plus parlées en Afrique, c'est ça. Merci beaucoup Vanessa Fatacci d'être venue nous présenter votre jeu. Bon vent à la communauté Jamii. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à toutes les équipes qui m'accompagnent. Victoire Père pour cette série d'émissions avec Joséphine Dacoury évidemment. Donc là, on parle de la programmation et de la production de Smart Impact. Alice Pitavi, la réalisatrice du jour. Et puis au son, ils étaient 2, Héloïse Merlin et Alexandre Larochelle. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.